Alors, notre prochain conférencier est Patrick Quillet, qui est déjà venu à Zagreb il y a quelques années, mais je le présente quand même. Donc, Patrick Quillet est né à Toulouse en 1953. Après des études de musique et de lettres, il a quitté sa ville natale pour errer longtemps en Europe, Afrique, Océan Indien, notamment comme enseignant de lettres classiques à La Réunion, en Normandie, au Portugal et en Autriche. En tant que professeur invité, il a enseigné à Budapest et à Berlin, où il a délivré un cours sur les relations entre poésie et musique en France au XXe siècle. Pendant une vingtaine d'années, il a enseigné la littérature générale et comparée à l'université de Nice Sophia Antipolis, devenue Université Côte d'Azur, dont il est désormais professeur émérite. Sa recherche universitaire porte sur l'écoute de et dans la littérature, car il se revendique d'une tradition philosophique et linguistique qui considère que l'oreille est le sens du langage. Polyglotte, il a été traducteur et éditeur de Fernando Pessoa en Pléiade et traduit aussi des poètes latins, grecs, anciens et modernes, portugais, brésiliens, angolais, mexicains et hongrois. En tant que poète, depuis les années 2010, il est dédié à la poésie épique et il a publié notamment Voix éclatées de 14 à 18, consacré à la tragédie de la Grande Guerre, qui a obtenu le prix Kowalski de poésie de la ville de Lyon. Et puis, d'une seule vague, Chants des Chants 1, donc premier volume d'un cycle de 4 titres encore en préparation. Alors, Patrick Quillet, je vous invite à prononcer votre intervention, votre conférence qui porte le titre « Épouée et paroles intérieures ». Merci beaucoup, Marenko. Je remercie moi aussi très chaleureusement toutes les équipes et toutes les institutions qui ont travaillé à ces rencontres, que je sens très studieuses mais aussi très chaleureuses. Et c'est donc des remerciements qui viennent du fond du cœur. Ce ne sont pas simplement des paroles toutes faites. Voilà. Et je me réjouis de passer après le professeur qui m'a précédé, parce que dans l'impression papier, il y a le titre que vient de rappeler Marenko. Je vais essentiellement parler de épos et donc de poésie épique, mais sur le site, hommage à Petar Guberina, ça apparaît aussi après mon nom. Et je suis vraiment très content de ça. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ce que je viens d'entendre, qui m'a appris certaines choses que je ne savais pas. Et ensuite, parce que pour moi, entre autres choses, grand lecteur de Césaire depuis très longtemps, l'épisode que vous connaissez tous, hein, de l'invitation par Guberina de Aimé Césaire en Croatie, et puis cette fameuse plage Martinska, je ne sais pas si je le prononce bien, qui lui évoque son île, la Martinique, et Guberina a un cahier, c'est le seul support sur lequel il peut écrire, et donc il écrit son cahier du retour littéralement sur le cahier que lui cède son ami croate. Et pour moi, si vous voulez, voilà, ce nom était comme une sorte de clé. Hein. Et puis évidemment, comme je me suis intéressé, ça a été rappelé par Marenko, à la linguistique, évidemment, la tradition verbotonale m'a beaucoup intéressé et j'y reviendrai. Vous avez dit, il ne faut pas faire l'impasse sur le sujet. Vous avez dit qu'il y a quelque chose à avoir avec la défense constante de l'affectivité. Vous avez dit que la linguistique et la perception ne sont pas séparables. Et évidemment, lorsque je dis que je me réclame d'une tradition philosophique et linguistique pour laquelle l'oreille est le sens du langage, je ne peux que me reconnaître proche
de ces assertions. Je le dis d'ailleurs dans le bref résumé que j'ai donné, puisque je me réfère notamment aux travaux d'Alfred Tomatis, qui a très bien montré ce que vous avez appelé le seuil de perception du grave à l'aigu spécifique à chaque langue, mais également à partir des connaissances que nous sont données par les neurolinguistes, ce changement de paradigme dans le schéma de la communication linguistique, qui peu ou prou est souvent présenté comme une relation entre un émetteur et un récepteur. Or, il se trouve, et ça, ce sont les travaux de Gabriel Bergogneau, notamment dans son livre « Le moyen de parler », publié en 2004, il se trouve que les études des neurolinguistes montrent bien que pour avoir le moyen de parler, il faut d'abord écouter. Vous avez terminé votre intervention sur l'ouïe, et l'ouïe, ce n'est pas simplement la perception de ce qui est autour, de ce qui est à l'extérieur, mais c'est aussi une perception qu'on peut appeler l'endophasie, hein, c'est-à-dire du discours intérieur. Et pour pouvoir parler, il faut d'abord canaliser ce discours intérieur. Il faut pouvoir diriger son écoute. Ce qui fait qu'un locuteur, il est, avant d'être un locuteur, lui-même un écouteur. Et la conséquence, c'est qu'on ne peut pas parler d'appareil phonatoire, mais qu'il faut parler d'appareil audio-phonatoire. Et comme nous avons ici la présence d'une collègue hongroise, je crois qu'elle se souvient très bien de ce colloque qui avait été organisé, que j'avais organisé avec la collaboration de mes collègues hongrois, du vivant d'un autre grand linguiste qui est Fonad Ivan, hein, Ivan Fonagy, comme on disait en France autrefois, en sa présence, hein, pour justement la raison suivante, c'est que avec sa théorie des bases pulsionnelles de la phonation, avec ses écrits sur la vive voix, il est un de ceux qui ont participé à ce changement dont vous avez parlé tout à l'heure et dont Guberina, évidemment, était un acteur très important. Donc pour moi, si vous voulez, en plus de ce que j'ai dit pour commencer, il y a cette émotion particulière quand même d'être ici et d'avoir à prononcer ce nom propre, hein, que je prononce sans doute très mal, Petar Guberina, parce que pour moi, il a été, je le redis, complètement lié à Césaire et qu'ensuite, il a été lié à cette réflexion philosophico-linguistique que j'ai été amené à produire et que j'ai notamment beaucoup travaillé lorsque j'étais à Budapest. J'ai un peu, si vous voulez, la relation que vous avez décrite avec Guberina, elle est un peu la relation que j'ai eue pendant quelques années avec Fonad, avec ce personnage extraordinaire que nous avons donc pu faire venir dans son pays d'origine quelques années avant son départ pour un grand colloque dont les actes ont été publiés par le département de français de l'université ELTE de Budapest. Et voilà donc quelques propos initiaux. Je voudrais citer un autre nom, parce qu'on pourrait citer d'autres noms, et notamment des noms d'Europe centrale, parce qu'on a parlé de Guberina, on a parlé de Fonad, mais on aurait pu parler de Coseriu, qui lui aussi a apporté aux pratiques linguistiques des méthodes et une philosophie qui recroise sur bien des points tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Mais je voudrais parler aussi d'un Français qui, c'est très, comment dirais-je, de manière très décidée et très affirmée, s'est inscrit dans une tradition qu'il faut évoquer ici. Quand on dit l'oreille sensio-linguistique, il y a une tradition qui remonte à la Grèce, on ne va pas refaire l'archéologie, mais elle est relayée par les travaux de Humboldt.
l'anthropologie du langage. Et donc, je veux parler ici de quelqu'un que je considère aussi comme mon maître, en quelque sorte, c'est Henri Méchonic. Il y a un mot que vous avez prononcé à la toute fin de votre intervention, c'est le mot de rythme. Et la critique du rythme, la philosophie du rythme, telle que Méchonic l'a pratiquée, m'ont été aussi beaucoup utiles pour comprendre toutes ces relations complexes que vous avez évoquées dans votre éloge à Guberina, notamment avec des formules qui parlent de la continuité dans le langage, continuité intralinguistique et extralinguistique. Vous savez, il y a cette formule de Méchonic qui dit qu'est-ce que c'est que le rythme? Ce sont des formes de langage qui modifient des formes de vie et des formes de vie qui modifient des formes de langage. Bon, voilà, je ne veux pas dire que tout ça c'est la même chose, mais il y a une parenté d'esprit, et c'est sous cette parenté d'esprit que je voudrais m'inscrire. Alors, avant de me lancer, alors j'ai moi aussi prévu quelque chose de très abondant, donc je ne vais pas vous lasser après une matinée déjà bien chargée, mais je vais quand même dire ce que j'ai à dire. Et je voudrais commencer par faire l'éloge de Matthias Murko, je ne sais pas si je prononce bien, Mirko, pardon, je prononce bien, qui a travaillé au début du XIXe siècle sur la tradition de la poésie épique dans vos régions, en Croatie, en Bosnie, en Serbie, et notamment autour, alors c'est pareil, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, des gouslari. Ça se dit comme ça? Gouslari, l'accent il est où? Gouslari, comme ça. Alors, donc des poètes épiques traditionnels qui, pour l'essentiel, puisqu'on parle de rythme, se transmettent et récitent des textes qui sont marqués par le décasyllabe. Hein? Or, le décasyllabe, c'est aussi, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'alexandrin qui est le maître de la tradition épique française par excellence, c'est le décasyllabe depuis la chanson de Roland. Hein. Donc, ce décasyllabe, moi j'en avais un en tête pendant très longtemps, c'était l'association des deux noms dont nous avons parlé, Césaire et Guberina, parce que Pétard, Guberina, Aimé Césaire, ça fait un décasyllabe. Et ça peut faire même un mantra inaugural, en quelque sorte, pour évoquer les esprits. Et je ne le fais pas simplement pour la plaisanterie, je le fais aussi parce que, en matière de épos, de paroles épiques, l'évocation, l'invocation et la convocation des morts est un exercice obligé, un passage obligé. Songez au 11e chant de l'Odyssée, lorsque Ulysse descend aux enfers et fait une cérémonie dite de Nékuia, hein, d'évocation, invocation, convocation des morts. Voilà, donc merci encore pour ce que j'ai entendu depuis ce matin, et je vais essayer donc de vous dire en quoi je vais inscrire mon intervention dans les mots-clés de ces rencontres. Ce sont donc quelques réflexions, hein, à la fois anthropologiques, linguistiques et poétiques, sur ces questions de conceptualisation, contextualisation de la poésie épique aujourd'hui. On pense beaucoup, quand on parle des actions de langage telles que la Grèce antique les a définies, nous les a transmises, on passe beaucoup à l'opposition qui sera célèbre plus tard sous d'autres termes au XXe siècle, entre logos et mythos, c'est-à-dire discours et récit, pour le dire de manière sommaire. Mais on oublie toujours que la Grèce antique connaît un autre mode qui est tout simplement épos. Et que épos contient et du logos et du mythos, mais qu'il ne se résume pas à cette association en lui de logos et mythos. Il se distingue aussi par un certain nombre de situations particulières
de stratégie linguistique particulière. Et c'est sur cela que je voudrais commencer à dire quelques mots. Alors bien évidemment, et logos et mythos peuvent être considérés comme des actes de langage qui sont des actes de langage adressés, c'est-à-dire avec effectivement ce qu'on appelle donc un destinataire, un destinateur, etc. Mais je crois bien que le dispositif de réception des postes est défini avec plus de minutie et qu'il ne cesse d'ailleurs d'être représenté à l'intérieur même de toute épopée. Pensez par exemple à cette scène qui figure sur le bouclier d'Achille fabriqué par Héphaïstos. Nous sommes là au chant 18 de l'Iliade. Sur ce bouclier, vous savez, en général, sur les boucliers de l'époque, on mettait beaucoup de figures repoussantes, des méduses, etc., pour effrayer l'ennemi. Et là, que fait Héphaïstos? Il ne représente que des scènes de paix. L'agriculteur, les gendarmes qui poursuivent un voleur, un mariage, etc., etc. Et il y a, au cœur même de cette description assez extraordinaire, qui est le modèle de ce qu'on appelle les exphrasis, hein, c'est-à-dire la mise en mots d'une œuvre picturale, eh bien, il y a un aède en train de réciter, de chanter une épopée sur une place de village devant un public. Donc, si vous voulez, la question qui se pose et que je vais poser, c'est contextualisation, cette fois-ci, non pas par rapport au texte, mais par rapport à ce qui est autour, et qui est effectivement la prise de parole épique dans une société humaine donnée. Et ça va beaucoup m'intéresser. Mais avant de développer ça, je suis obligé quand même de faire un petit préalable en revenant à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'endophasie. C'est-à-dire que nous savons donc, grâce, je l'ai dit, aux travaux des neurolinguistes, nous savons que nous devons, avant toute prise de parole, être capables d'écouter cette endophasie magmatique qui se déroule en nous. C'est un vieux problème philosophique qui a été abordé au cours de l'histoire de manière très variée par tout un tas de gens. Je ne veux pas non plus là rentrer dans les détails, mais par exemple, je peux évoquer Saint-Augustin et ce qu'il appelait le verbum in corde, la parole au fond du cœur. Je pourrais également rappeler ce que les Grecs appelaient le logos endiathetos, c'est-à-dire la parole intérieure. Ce que Boès, au Moyen-Âge, appelait oratio in animo, le discours dans l'âme. Locutio interior, chez Avicenne. Oratio mentalis, le discours mental, chez Guillaume d'Occam. Et évidemment, toutes ces terminologies sont à comprendre dans leur contexte même, dans le système philosophique, les différents systèmes philosophiques dans lesquels ils apparaissent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un terme qui m'a beaucoup intéressé, qui est le terme d'acousmate, parce qu'il m'a semblé qu'il pouvait en quelque sorte, non pas résumer, mais être un concept transversal à toutes ces expressions, et qu'il pouvait être utile d'une part pour mon travail de création, dont il a été question tout à l'heure, et d'autre part pour mon travail de réflexion, qui sont bien évidemment inséparables. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, j'ai découvert ce terme d'acousmate dans 2 poèmes d'Apollinaire. Un poème du Guetteur mélancolique, et puis un poème posthume. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce terme acousma, avec ce suffixe ma, qui est un suffixe concrétisant, les Grecs anciens voulaient d'abord signifier
ce qui concrètement entre dans l'oreille. Akous, l'acte d'écouter, hein, acoustique, etc., etc. Et ma, ce qui est concrètement vient frapper l'oreille. Et puis ce sens a évolué. C'est-à-dire qu'à une certaine période, ça correspond à peu près au moment de la fondation de l'école pythagoricienne. À une certaine période, ça rentre spécifiquement dans l'oreille, mais je n'en perçois pas par les autres sens. Vous avez parlé de perception. Je n'en perçois pas par les autres sens l'origine. Par exemple, quelqu'un va courir dans le couloir, nous allons entendre des pas hachés, mais nous ne percevrons pas qui est passé, combien de personnes sont passées, etc. Ça s'appelle aussi acousmate, et les pythagoriciens, ça n'en pas, parce que l'enseignement pythagoricien se fait, et c'est pour ça que je n'ai pas, à part le petit résumé que vous avez là, je n'ai pas de choses visuelles, parce que je m'en tiens à ma cohérence interne, d'une certaine manière. Pas de sorte visuelle, parce que si j'étais un enseignant pythagoricien, un maître pythagoricien, il y aurait un rideau, et vous ne me verriez pas, et vous seriez obligé de concentrer votre écoute sur la voix. C'est comme ça que ça fonctionnait, la transmission pythagoricienne. Le maître répétait un certain nombre d'axiomes, si vous voulez, qu'il fallait écouter, répéter dans son fort intérieur et apprendre, et sur lesquels il fallait méditer, bien évidemment. Alors, à tel point d'ailleurs que si vous prenez le volume Pléiade de la philosophie présocratique et que vous allez vous reporter à tout ce qui concerne les pythagoriciens, vous verrez que les fameux axiomes transmis par le maître, au lieu de s'appeler axiome, s'appellent acousmate. Acousmate 1, acousmate 2, acousmate 3, etc. Donc, une évolution qui va se continuer et qui va finir par désigner quelque chose que l'on croit percevoir, que l'on perçoit peut-être intérieurement, mais dont on n'est pas sûr qu'elle nous ait frappé, qu'elle ait frappé notre appareil perceptif par la vibration aérienne, par la transmission par l'oreille ou par la transmission osseuse. Et ça tombe bien parce que arrivent les pères de l'Église. J'ai parlé de Saint-Augustin tout à l'heure. Et les pères de l'Église, ils ont besoin d'un concept pour parler justement de ce sermo incorde, la voix de Dieu qui est intimior mei, c'est-à-dire plus intime que moi-même à l'intérieur de moi-même, ou, je ne sais pas, moi, la voix des anges venant annoncer quelque chose, pensons à Jeanne d'Arc et ses voix. Et donc ce terme acousmate va apparaître dans toute la littérature de tradition spiritualiste chrétienne pour désigner justement un discours impalpable physiquement, mais que l'on entend véritablement en soi. À tel point que Sainte Cécile est la sainte patronne des musiciens pour une raison toute simple. C'est que lorsqu'elle subit son martyre, elle sourit, elle chante et elle n'entend aucune douleur parce qu'elle entend les anges chanter et qu'elle chante avec eux. Et là, cette extase particulière de Sainte Cécile, qui sera reproduite par beaucoup d'autres personnes sujettes à l'extase spirituelle, ça s'appelle être en état d'acousmate. Être en état d'acousmate, c'est-à-dire une situation telle que la perception est déconnectée parce qu'on est totalement pris par un autre univers qui est cet univers intérieur dont je parlais. Et ce qui est très intéressant dans les deux poèmes d'Apollinaire, c'est qu'il est au courant de l'essentiel de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de la vieille tradition spiritualiste de ce terme acousmate, parce qu'il y fait allusion dans les textes en question. Mais il est aussi un homme de son temps. C'est-à-dire que si vous ouvrez les dictionnaires positivistes du 19e siècle, Littré ou autres, qu'est-ce que vous avez comme entrée à acousmate? Vous avez bruit qu'on croit entendre dans les airs. C'est tout. C'est-à-dire on fait l'impasse totale de toute la tradition spiritualiste et on dit voilà, c'est une hallucination sonore.
tout simplement. Et dans ses carnets, Apollinaire note ça, bruit qu'on croit entendre dans les airs. Dans la note, dans l'édition Pléiade de l'œuvre d'Apollinaire, due à Michel Descaudins, à propos du poème Acousmate qui figure dans le Guetteur mélancolique, il y a une note. Apollinaire écrit dans son cahier « Bruit qu'on croit entendre parler dans les airs », comme si c'était Apollinaire qui avait été l'auteur de cette expression. Ça n'est pas du tout, il la recopie du dictionnaire. Et il va y apporter 2 éléments supplémentaires qui m'intéressent tout particulièrement et qui vont ensuite me permettre de revenir à la dimension épique. Ces 2 éléments supplémentaires, c'est quoi? C'est que dans le poème publié, il dit ceci: « J'entends parfois la voix quiète d'une absente dire de petits mots. » Et un peu plus bas, « mots qui finissent en L, EL, comme le nom des anges. » Vous voyez la petite référence à la tradition spiritualiste. Et quels sont ces petits mots qui finissent en L? Eh bien, un vers le dit: le miel que l'on le ciel que l'on médite et le miel que l'on mange. Ô puérilité, rajoute-t-il. Hein, le ciel que l'on médite, nouvelle allusion à la tradition spirituelle, et le miel que l'on mange. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cet alexandrin peut être conçu ou peut être perçu comme un paradigme de ce que c'est que le poétique, ce que c'est que la poésie. Le ciel que l'on médite et le miel que l'on mange. Parce qu'il repose très clairement sur un moteur allitératif qui est essentiel dans toutes les poésies du monde, à des titres divers et variés, ce n'est pas le sujet. Alors, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il dit quoi? Il dit que même si elle est écrite sur du papier, la poésie ne peut pas se passer de ce laboratoire de l'oreille interne qui consiste à entendre le langage en train de se combiner sous le sceau du rythme pour aboutir à un poème. Ça, c'est la première chose très importante. Et la deuxième chose très importante d'Apollinaire, c'est quoi? Eh bien, c'est l'autre poème. Alors, l'autre poème, très intéressant, parce qu'il commence de manière très classique, en quelque sorte, pour parler de bergers qui suivent une étoile. Et donc, de nouveau, référence à une tradition religieuse. Et ces bergers qui vont à Bethléem, ils ont au-dessus d'eux des anges, et ils entendent les anges chanter, et ils comprennent tout ce que les anges disent en les écoutant. Donc vous voyez déjà quelque chose sur cette perception d'un langage qui, évidemment, est perçu à l'intérieur de soi, mais qui est en quelque sorte présenté comme venant de l'extérieur. Et ça, c'est très important parce qu'à un moment donné, le poème dit, et il y a d'ailleurs des gens, comme c'est un manuscrit, et que c'est séparé par un blanc, la deuxième strophe dit « Oh, mais j'aperçois au fond de cette assiette 3 chiures. Il fait froid, j'ai faim. » Puis après, ça revient aux allusions du début. C'est-à-dire que moi, j'ai une hypothèse là-dessus, c'est que cette assiette, semblable à ces assiettes que l'on fait beaucoup en Provence, par exemple, où vous avez des scènes profanes ou des scènes religieuses qui sont représentées au fond de l'assiette. Donc l'assiette est vide. Sur cette assiette, il y a la scène des bergers, de l'étoile. Et cela a créé un déclic endophasique, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une méditation intérieure que le poème strict dont je vous ai résumé la teneur va exprimer. Et tout d'un coup, il y a autre chose qui apparaît dans cette endophasie, c'est le langage du corps. La faim, la soif, le froid. Et là, cette inscription, évidemment, d'une activité mentale dans la physiologie, c'est aussi un apport extraordinaire de Apollinaire. Alors, ça me fait paradoxalement une transition avec
ce que je souhaitais dire concernant l'épos. Pourquoi je dis paradoxe? Parce qu'on a l'impression qu'on va s'enfermer dans ce que vous avez appelé le jeu locuteur, je ne sais plus quelle expression vous avez utilisée. En réalité, l'idée fondamentale, c'est que même si c'est au fond de moi, cette endophasie, c'est ce qui en moi me rend le plus poreux au monde extérieur. C'est traversé comme une caisse de résonance, si vous voulez, qui va vibrer à toutes les émissions sonores qui peuvent se produire aux alentours, qui va vibrer à tout ce qui est autour de moi. Et l'épos, si on peut la considérer comme une parole qui est une parole du nous, elle est une parole du nous parce que ce nous, il est intériorisé, il est en quelque sorte tapi dans ce que Phonak appelait les bases pulsionnelles de la phonation, c'est-à-dire quelque chose qui est en moi, mais qui n'est plus moi, parce que c'est un ça, dirait-on, mais c'est un ça qui est en complète relation avec tout le reste. Dans mon petit résumé, je parle d'un linguiste allemand très important que j'ai rencontré à Budapest, qui était présent à ce colloque sur Phonak et qui s'appelle Jürgen Trabant. Il dit quelque part ceci, hein, Die Welt, die akustisch wahrgenommen wird, ist kein Gegenüber, sondern ein umliegendes, ein Circumject. Le monde qui est appréhendé acoustiquement ne surgit pas en face d'eux, mais autour d'eux, il est un circumjet. Donc voilà, c'est-à-dire que acoustiquement, je suis entouré, mais tout ça, c'est autour de moi, mais tout ça, c'est en moi, parce que je suis, moi, une caisse de résonance de ce qui se déroule autour de moi. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, la défense et illustration de l'épos en tant qu'activité langagière particulièrement contextualisée me conduit à la réflexion suivante. Les siècles se succèdent, ils réitèrent, sans se départir de cette tâche répugnante, leur implacable tourbillon de bruit et de fureur. Pendant que nous parlons, nous savons tout ce qui se déroule dans ce monde. L'histoire est la litanie longue des crises du vivant, réparties en cycles plus ou moins durables. L'humanité entraînant avec elle toujours plus le monde en son entier, règne minéral, végétal et animal, eau, feu, terre, eau, bactéries, virus, atomes, ne cesse de passer de crise en crise, dans un désarroi de plus en plus gigantesque, à la mesure des horreurs de plus en plus monstrueuses dont cette espèce s'est faite, la virtuose pourvoyeuse. Chaque fois qu'une communauté humaine, alors le clan, la tribu, la horde, la famille, la cité grecque, la nation, a été confrontée à l'acmé d'une crise. Elle s'est trouvée devant une incompréhension, dans l'entre-deux de pénombre, où un monde ancien s'écroule lentement ou soudainement, mais où un monde nouveau en train de naître au forceps instaure de l'inouï, flanqué de tout un cortège de monstres inconnus, un inouï que les idées émanant de la tradition établie peinent à comprendre, faute de conceptualisation adaptée à ce réel tout neuf. La communauté humaine, jetée dans son siècle arasé, doit trouver la parade pour au moins se souder grâce aux énergies dûment canalisées de la solidarité. Ici et là, dans les géographies les plus diverses de la planète, elle recourt alors à l'épos, la parole épique, que lui dispense autant que de besoin, ici le griot, là la haide, ailleurs le scalde, le barde, le goussan, la chic, le robipéhé ou le gouslari croate et des Slaves du Sud. Donc les Grecs ne distinguaient pas simplement, je l'ai déjà dit, le logos, discours, raisonnement, et le mythos, récit, histoire, conte. Ils connaissaient aussi cette catégorie de l'épos, qui contient les deux autres, puisqu'il y a du discours et du récit dans l'épopée, mais qui se caractérise par d'autres traits distinctifs, exceptant ces catégories restreintes. J'ai parlé de cette adresse, mais par exemple, si logos et mythos
sont le plus souvent endossés par un système énonciatif mettant en avant un locuteur bien défini, Épos revendique l'anonymat de l'énonciateur, lequel prend d'emblée bien soin de faire comprendre que la parole qu'il va déployer a une origine antérieure à lui. Quelque chose est là avant le poème récité, qui en est simplement le relais ou la relance parce qu'il y a eu caisse de résonance. Ça a traversé l'endophasie du barde, de la haine, et il va le restituer. Et d'autres pourront le reprendre, et c'est la raison pour laquelle le jeu, ici, ce n'est pas le jeu du lyrisme, même s'il apparaît, c'est un « on » ou c'est un « nous ». Un autre exemple, la focalisation. Elle est très, évidemment, systématique dans Logos et Mythos. C'est même la raison d'être. On va se focaliser sur une problématique pour énoncer un discours. On va se focaliser sur une trame narrative pour faire avancer un récit. Épos, en revanche, a vocation à tout dire, à tout absorber de ce fameux environnement dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle, dans toutes les épopées du monde, vous avez toujours des catalogues. Le catalogue des vaisseaux, par exemple, dans l'Iliade. C'est évidemment l'exhaustivité est hors d'atteinte, mais elle cherche à rendre justice au plus grand nombre. Et ce n'est peut-être pas pour rien dans les vertus de thérapie collective qui s'attachent à Épos par temps de crise aiguë exacerbée. Une collègue comparatiste de l'Université de Grenoble, Florence Goyer, a fait une thèse il y a peut-être une vingtaine d'années, quinzaine d'années, je ne sais plus bien maintenant, avec un corpus, la chanson de Roland, l'Iliade et puis 2 épopées asiatiques, qu'elle a intitulé « Pensée sans concept, fonction de l'épopée guerrière ». Et son idée, que je résume outrageusement, c'est que ces groupes humains qui ont besoin de la parole épique pour se sentir solidaires en temps de crise, pour penser sans concept en quelque sorte, hein, hors idéologie, mais simplement en vibrant ensemble, sa démonstration, elle se fait, vous voyez, dans des époques et des lieux géographiques très différents. Et c'est assez convaincant, en quelque sorte. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, il se passe que ce n'est plus la cité grecque. Oui, ce n'est plus la cité grecque, ce n'est plus je dirais, la nation qui est en crise. C'est le monde globalisé. Et ce, depuis, effectivement, la Première Guerre mondiale. Nous sommes historiquement, selon moi, dans un cycle historique toujours en cours, qui a été inauguré en 14-18. Vous pouvez toujours trouver des sous-cycles avant et après Hiroshima, avant et après la Shoah, avant et après le 11 septembre, avant et après la guerre d'Ukraine, si vous voulez, avant et après ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement. Mais tout ça fait part d'une époque historique qui nous dépasse très largement. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai donc publié, Marenko en a parlé tout à l'heure, ce livre-là, autour de 14-18, 400 pages de poèmes rédigés à partir des documents, des lettres de poilus, des témoignages, des photos, etc. Notamment les 5 noms inscrits au monument aux morts du petit village des Alpes-Maritimes que j'habite, ils appellent Aiglun. Et pour moi, c'est le numéro 0 d'une entreprise qui est en cours, de 4 volumes, toujours en décasyllabes d'ailleurs. Hein. Il y a ici le premier volume paru il y a quelques mois, le deuxième volume, je suis en train de terminer, il doit paraître au printemps 2024. Et par exemple, il y a là un poème consacré à Aimé Césaire, dont je voudrais vous dire juste la fin, parce que ça reprend et ça détourne un peu une formule de Césaire qui me semble bien résumer ce que j'ai essayé de vous dire. Voilà, donc ce poème est un éloge de Césaire et se termine comme ça. Au sommet de la roue, le verbe volcanique
parturiant, rédempteur. Alors la roue, c'est la roue de l'histoire, évidemment, c'est la roue qui écrase, etc. Au sommet de la roue, le verbe volcanique, parturiant, rédempteur d'Aimé Césaire, orateur dans le cœur, lui dont la bouche au sommet de la roue, et là c'est une citation, est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, lui dont la voix au sommet de la roue est la liberté de celle qui, au cachot du désespoir, s'affaisse. La liberté de celle qui, au cachot du désespoir, s'affaisse, c'est aussi une formule de Césaire. Il y a 15 ans, j'ai pu faire passer, au titre de la littérature générale et comparée, au programme de l'agrégation de lettres modernes en France, un programme qui s'appelait Permanence de la poésie épique au XXe siècle, où figurait avec Armatova, avec Hikmet, avec Neruda et le chant général, l'œuvre complète, dont le cahier du retour au pays natal de Césaire en tant que poète épique. Et il est en tant que poète épique parce que précisément, il est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, il est la voix qui est la liberté des autres voix qui, au cachot du désespoir, s'affaissent. Je ne sais pas s'il me reste une minute. Non, alors je peux... Oui. Bon, tout simplement, j'aurais voulu, puisque je sais que grâce à Peter Guberina, des départements de langue romane ont pu être implantés ici, je voudrais vous lire deux débuts de textes de poètes mexicains contemporains, parce que ça illustre ce concept de contextualisation en régime épique, et ça va peut-être permettre de dire, voilà, la question, est-ce que l'épopée est possible en régime postmoderne? Nous n'avons plus droit, paraît-il, en régime postmoderne, aux grands récits, donc foin des grands récits. Mais en revanche, toujours via ce dispositif d'écoute et de relance de quelque chose qui, avant nous, la stratégie du poème épique est toujours vivante aux quatre coins du monde. Vous savez, au Mexique, dans les années 2000, il y a eu une guerre qui n'a pas dit son nom, qui se faisait au nom de la lutte contre les narcotrafiquants. Et le gouvernement de l'époque profitait de cette lutte-là pour éliminer les opposants, hein, de manière terrible. Et je voudrais vous lire, alors je vous lis simplement le début en espagnol, hein. He estado pensando en la belleza, en el tétrico arte de Homero, por ejemplo. J'ai bien souvent pensé à la beauté, à l'art macabre d'Homère, par exemple, à ces paysages remplis de vautours, de cadavres après la bataille. J'ai réfléchi plus d'une fois à Baudelaire, à ces poèmes peuplés de corps verdâtres, sans vie. J'ai bien souvent pensé à l'esthétique des chambres à gaz, au fil de squelettes dénudés fusillés par les armées d'Hitler. J'ai bien souvent pensé sérieusement aux 200 000 molles de Calderón. Calderón, c'est le président mexicain de l'époque, à toutes les possibilités esthétiques qu'il nous offre. Alors évidemment, le texte est ironique, vous l'avez bien compris, mais voilà, ça montre bien qu'il y a caisse de résonance via le dispositif EPOS de quelque chose qui est une urgence de tout un groupe humain, en l'occurrence la nation mexicaine. C'est un poème de César Anguian que j'ai traduit, et dans ce livre, il y a un autre poète qui s'appelle Jorge Vargas, et qui dit ceci, et ça sera ma conclusion: Desde aquí, desde este paraíso condenado a la expulsión, al desalojo, desde ese espasmo de tierra olvidada por el destino, d'ici, de ce paradis condamné à l'expulsion, à la déportation, de cette hébétude de terre oubliée par le destin et recueillie par la terreur, par la mort, sous ce chien de soleil qui nous consume la vie à petit feu et nous pousse à nous battre, même au bout de force, pour ce peu qui nous reste, d'ici, de cette Thèbes verte, vide, assiégée par le crime et par l'impunité, où ces Antigones se livrent corps et âme à leurs bourreaux pour revoir leur Polynice. D'ici, c'est le résumé de la contextualisation de la parole épique. Je vous remercie.
Nous remercions nos deux conférenciers et nous invitons maintenant le public à poser des questions. En attendant, je vais peut-être poser une question à Patrick Quillet. Alors, pourrais-tu nous expliquer ou peut-être donner une petite idée comment cette théorie des acousmates a influencé ta poésie, comment elle s'y manifeste? Alors ça c'est la question piège, hein, la question que posent les amis. Alors, d'une part, parce que c'était peut-être pas sensible dans ce que je vous ai lu, les petits vers autour de Césaire. Vous savez, Flaubert avait son gueuloir. Il allait dans une pièce et il disait à haute voix ce qu'il avait écrit et ça sonnait bien ou pas bien, mais il avait besoin de passer dans la lecture à haute voix pour vérifier, on va dire, allez, de manière un peu sommaire, le rythme de ses phrases. Alors moi, je n'ai pas mon gueuloir parce que je l'ai intériorisé, mais ça, c'est peut-être dû, tu l'as dit tout à l'heure, à ma formation musicale. Comme je suis aussi compositeur, donc il y a des compositeurs qui composent au piano. Moi, très peu. Je compose, comme on dit, à la table. Hein. C'est-à-dire, j'ai là le papier réglé et j'entends, je combine à l'intérieur, dans cette endophasie dont on parlait tout à l'heure. Donc, en ce sens-là, ça joue. Après, comme je m'intéresse beaucoup à rendre hommage dans mes textes à des gens qui ont été sensibles à cette dimension-là, j'en parle toujours sous l'angle d'une activité acousmatique qui les caractérise. Et c'est un peu, ils sont un peu des modèles acousmatiques pour moi. Bon, c'est un peu compliqué peut-être à dire ça, mais voilà, je crois que ça serait l'occasion de développer beaucoup de ce que j'ai dit tout à l'heure sur un plan théorique en montrant comment ça s'applique dans l'atelier de l'écriture. Mais l'essentiel, c'est que c'est quand même à l'intérieur. Voilà, c'est à l'intérieur. Après, tu le sais, puisque quand je suis venu à ton invitation en 2016, j'avais pu dire des textes, d'ailleurs, qui sont dans ce premier volume, dans ces premiers volumes qui n'existaient pas à l'époque, lors de ce qu'on appellerait les performances, c'est-à-dire la poésie en action. Et là, effectivement, la voix, elle se fait le relais du rythme perçu pendant le moment de l'écriture. Voilà. Voilà une question pour nos deux conférenciers privés. Là, j'ai beaucoup apprécié et je vous pose une question simple, peut-être bête. Le langage humain est-il imaginable sans rythme? On peut imaginer tout ce qu'on veut. Les formalistes
l'ont imaginé. Dans tous les textes de Chomsky, il n'y a pas une mention au rythme. Dans les textes de Saussure, on ne parle pas de structure, contrairement à ce qu'on a dit. Dans le terme de Saussure, il emploie une fois le terme structure. En général, il parle de système. Or, dans le système, il y a déjà un rythme. On parle du système solaire. Il y a des retours, il y a des benvenistes qui a beaucoup réfléchi sur le rythme, justement, avait cette phrase énorme. C'est très simple pour savoir. On parle du rythme des vagues, on ne peut pas parler du rythme d'une rivière. Or, il faut savoir, si on parle de ce qui est vivant, comme l'océan, comme la mer, ou ce qui est un courant, comme il y a des élocutions, certainement, qui sont mécaniques et qui n'ont pas de rythme. Mais le corps humain est fait de rythme. C'était d'ailleurs une des affirmations les plus fortes de Guberina. Je veux dire, je ne sais pas si on a projeté cette diapositive, où il dit ce qui est essentiel aux êtres humains, le rythme. Essentiel, ça veut dire c'est leur essence même. De la langue parlée. Donc le rythme, justement, pour Guberina, c'est une valeur de la langue parlée, et en 1939, dans sa thèse sur la syntaxe du français, il range de rythme parmi les valeurs de la langue parlée, et il démontre comment le rythme, en synergie avec d'autres valeurs, en fait, joue aussi le rôle syntaxique. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Peut-être qu'on pourrait discuter de la rivière. Pourquoi? Parce que, pour donner un exemple de ce que j'ai dit, vous connaissez tous sans doute le chant diphonique de Mongolie. Hein? Ben, le chant diphonique de Mongolie, ça naît, paraît-il, d'une rivière, qui est la rivière Eev, qui va dégager des harmoniques et des sortes d'entrelacements rythmiques, et la diphonie mise en place pour imiter, se rapprocher de cet événement sonore de l'écoulement de la rivière. Donc, je suis d'accord totalement avec ce rappel de Benveniste, 1000% d'accord sur l'importance du rythme à tout niveau, cosmique et intérieur, physiologique. Et en même temps, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que, vous voyez, le chant diphonique, il sert d'ailleurs aux bardes mongols pour raconter l'épopée de Djezar. Djezar, c'est un personnage mythique de Mongolie, d'ailleurs, sans doute, Djezar vient de Caesar, hein, et évidemment, on le fait à partir essentiellement du chant diphonique, parce que c'est l'ouverture au monde. L'épopée, ce que j'ai voulu dire là, c'est que ce n'est pas simplement des combats, c'est l'inscription de l'humain dans le monde et du monde dans l'humain. Et ça ne peut se faire que par le rythme. Petit complément, c'est que justement, c'est à ce point biologique que quand vous avez parlé du rythme épique des décasyllabes et tout ça. Oui, des décasyllabes. Quand on passe à l'espagnol, oui, ou comme le français a un rythme sur la dernière syllabe et l'espagnol non, justement, on ne se retrouve pas le même nombre de syllabes. Lorsque l'alexandrin français a 12 syllabes, l'alexandrin espagnol en a 14. Mais ce n'est pas parce que des gens sont inscrits dans un coin et on dit bon, on va en mettre 2 de plus. C'est parce que, étant normalement accentué sur l'avant-dernière, on en ajoute une qui n'est pas accentuée, justement. C'est ça, mais c'est la même chose en portugais. Et en réalité, dessous, il y a le même cycle, en fait. Oui. S'il vous plaît, oui. Oui, pardon. Je suis Philippe Soile, je viens de Toulouse, professeur de philosophie.
Voilà. Je voulais remercier les deux conférenciers pour leur très belle conférence. J'avais seulement une petite remarque qui est une question en même temps à Patrick Hillet. Où tu as parlé de l'akousma, qui est traduit par axioma. Mais en fait, c'est un déplacement qui est une perte, me semble-t-il, parce que akuo, c'est j'écoute, tandis que axioma vient de axio, qui veut dire j'agis. Donc on passe de l'écoute à l'agir, et c'est une toute autre pensée. Est-ce que j'ai bien compris votre question? Moi, ce que j'ai simplement dit, c'est que ce qui vaut pour axiome au sein de la philosophie pythagoricienne n'est pas appelé un axiome, mais un acousmate. Voilà. Parce qu'il est transmis de façon acoustique, effectivement. Mais après, bien évidemment, qu'il y ait une pragmatique et que ça soit entrelacé avec ce qu'on entend par axiome, il y a tout un champ de réflexion là, formidable qui s'ouvre et dont on peut parler dans l'interstice avec grand plaisir.